Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et dans un instant, nous serons en direct de Saint-Martin, au plus près de l'ouragan Irma. Les autres titres. Le scandale du Mediator, un procès aura bien lieu, décision des juges et soulagement des victimes, vous l'entendrez. Du jamais vu depuis 2008 dans la zone euro, et si tous les pays ramenaient leur déficit sous la barre des 3%. Les foires au vin, comment ça marche? Ce sera l'enquête du 8h. Et puis, il était les doigts de Barbara, rencontre avec Sergio Romanelli à la fin de ce journal. Où est passé le Front National? Le FN est-il devenu muet ou empêtré dans ses querelles internes? Son secrétaire général Nicolas Bay sera notre invité juste après ce journal. Et ce matin, il faut voir les images satellites de l'ouragan Irma. Un cercle monstrueux qui, à lui seul, pourrait recouvrir la France entière. Irma passé en catégorie 5, il n'y a pas plus fort. Irma et ses rafales à plus de 300 km/h, du jamais vu depuis plus de 30 ans. Irma qui se rapproche maintenant des Antilles. Alerte rarissime et maximum de Météo France, c'est l'alerte violette, synonyme de confinement total à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Écoutez ce bruit infernal, c'est le vent qui souffle actuellement sur cette zone. Et nous allons tout de suite retrouver Xavier Yvon. Xavier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Martin. On va rassurer les auditeurs, vous êtes en sécurité. Mais dehors, c'est déjà le chaos. Ah ça y est, ça devient vraiment impressionnant. Le vent fait siffler et craquer la maison où je me trouve. Les palmiers bougent comme si c'était des brins d'herbe. Il y a une heure, je vous parlais de rafales à 100 km/h. Là maintenant, c'est du 200 km/h qui tape là contre les fenêtres que j'ai devant moi. Je suis chez Michel qui habite ici depuis 17 ans et qui va tenter de dormir quelques heures. La maison est costaud et j'ai baissé tous les volets anticycloniques. Donc là, on devrait tenir et on est mieux en bas. C'est la première fois qu'il y en a un avec une telle intensité. Moi, ça va, j'ai le moral. Je tiens parce que je me dis, j'ai une maison qui tient le choc, sinon j'aurais dû évacuer. Le problème, c'est que tout le monde à Saint-Martin n'a pas une maison en béton aussi solide. Il y a des quartiers très pauvres avec des habitations précaires, de tôle et de bois qui sont au ras de l'eau. Ils seront les premières victimes. Les autorités craignent que ces quartiers ne soient rasés. Je suis passé tout à l'heure quand c'était encore possible de circuler et j'ai vu des gens qui restaient là, qui refusaient d'aller dans les abris malgré l'ordre d'évacuer. La nuit va être encore très longue. Le pire est encore à venir. Ce sera au lever du jour ici, vers midi pour vous cette fois. Ce sont des rafales à plus de 300 km/h qui vont venir cogner contre les murs et les fenêtres. C'est la vitesse d'un TGV et ça doit durer comme ça plusieurs heures avec peut-être un répit pendant le passage de l'œil du cyclone. Merci Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Martin. Europe 1, il est 8h03. Bonne nouvelle sur le front de l'économie. En tout cas, c'est une première depuis la crise de 2008. Tous les pays de la zone euro, tous, devraient avoir ramené leur déficit public sous la barre des 3% du PIB. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Le journal Les Échos, vous nous dites ce matin que c'est un signe de plus de la reprise en Europe. Oui, et il faut l'avouer, on se pince un peu pour y croire, Jean-Philippe, surtout ici, en France, où le respect du fameux pacte de stabilité a toujours été un sujet de polémique. Mais Pierre Moscovici, le commissaire européen chargé des affaires économiques, l'a bien confirmé hier. Chacun des 19 pays membres de la zone euro devrait descendre sous la fameuse barre des 3% de déficit l'an prochain, y compris la France et l'Espagne, qui restent cette année les mauvais élèves. Je rappelle que Paris a promis de descendre à 2,7% en 2018, contre 3% à peu près aujourd'hui. Alors, derrière ces chiffres qui paraissent un peu abstraits, deux leçons importantes se dégagent. 1. Les politiques économiques sur ce point, au moins, se rapprochent en Europe, ce qui est bon pour l'Union. Et 2. La zone euro va peut-être enfin tourner la page de la rigueur pour se consacrer à sa croissance. Alors, dites-nous, Daniel, comment va-t-elle s'y prendre ? Eh bien, l'objectif, c'est de relâcher la pression budgétaire pour permettre aux pays membres et donc à l'Europe de relancer leurs économies par de nouvelles dépenses. Jusqu'ici, l'Allemagne, qui est, elle, en excédent, ne voulait pas en entendre parler parce qu'elle craignait tout simplement un retour au laxisme, mais cette fois, elle pourrait se montrer plus souple, surtout si elle voit que ses partenaires font enfin preuve de sérieux dans la gestion de leurs finances publiques. Une chose est sûre en tout cas, cette baisse globale des déficits, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Les témoignages s'annoncent difficiles, ce sera de toute façon un procès hors norme. Et le terme n'est pas galvaudé. Plus de 4000 plaignants qui se battent depuis des années. Un dossier de 650 pages. L'affaire du Mediator passera bien devant la justice. Ce sera peut-être l'an prochain. En tout cas, les juges ont renvoyé hier en correctionnel l'Agence du médicament et les laboratoires Servier, poursuivis pour tromperie aggravée, escroquerie, blessure et homicide involontaire.
Également trafic d'influence. Le scandale d'un antidiabétique utilisé à l'époque comme coupe-faim avec des conséquences terribles. Je vous propose d'écouter Dominique. Elle a 66 ans, elle a pris du Mediator. Elle raconte sa souffrance. Servier a toujours nié. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais rien eu. Il faut voir les lettres qu'il vous envoyait. C'était épouvantable. Il vous traitait, mais vraiment comme rien. Le fait que ça aille en correctionnel, c'est une très bonne chose. Ma maladie, écoutez, ça a fini en 2013 par l'opération de 2 valves. Et on a retrouvé la molécule du Mediator dans la valve qu'on m'a opérée. Ça a été un parcours du combattant épouvantable. Moi, j'étais une grande sportive, j'ai jamais bu, jamais fumé. Je me préparais une retraite extraordinaire. Maintenant, je peux même plus voyager, je peux plus rien faire. J'ai dû arrêter brusquement mon activité professionnelle. Je n'arrivais plus, j'étais trop fatiguée, trop essoufflée. Et puis, j'ai perdu 30% sur ma retraite de cadre supérieur parce que je n'ai pas travaillé jusqu'à 65 ans. Oui, j'ai touché une indemnité, mais qu'est-ce que je fais avec ça? À part être obligée de payer une femme de ménage 10 heures par semaine parce que j'arrive même pas à passer l'aspirateur. J'ai dû déménager parce que je vivais dans le sud de la France, mais c'était plus possible à cause de la chaleur, c'était plus possible. Donc je me suis installée dans les Alpes, mais bon, je suis à la montagne, je la regarde la montagne, je peux pas tellement y aller, ça a gâché ma vie. Un témoignage recueilli par Théophile Cossa. À noter que le procès aura lieu sans Jacques Servier, le fondateur des laboratoires, est mort en 2014 à l'âge de 92 ans. Europe 1, il est 8h06. Stressante pour les uns, nécessaire pour les autres. On en sait plus ce matin sur les fameuses évaluations pour les élèves de CP. C'est l'une des nouveautés de cette rentrée. Les tests vont avoir lieu dans les toutes prochaines semaines maintenant. Alors, pas de triche, on ne vous donne pas les sujets à l'avance. Un avant-goût quand même avec Virginie Salmen. Ce sont des exercices à réaliser avec papier et crayon. Par exemple, en français, il faut entourer le dernier mot d'une phrase. Le chat attrape la souris. Savoir entourer une lettre, faire la différence entre des lettres collées les unes aux autres, L, 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 B par exemple, et un vrai mot, papa. Et puis des exercices moins évidents pour un enfant qui sort de maternelle. Par exemple, on voit un champignon dessiné sur la feuille. En dessous, 3 cases. Le maître ou la maîtresse dit nion et il faut faire une croix dans la 3e case qui correspond donc à la 3e syllabe. En mathématiques, un exercice montre 8 personnages côte à côte dessinés en petit. Sur la ligne du dessous, 6 gros ballons espacés. Question: tous les élèves auront-ils un ballon? Là, il faut comparer 8 petits et 6 gros. Ou encore de petits problèmes. Pierre a 5 bonbons, on lui en donne encore 3. Combien Pierre a-t-il de bonbons maintenant? Au total, 11 pages d'évaluation en français, 7 en maths, 2 heures, mais ce n'est ni le brevet ni le bac. Les enseignants sont censés les découper en petits tests de 10 à 20 minutes chacun pour les rendre plus digestes. Et j'ai donc la solution du problème de maths donné par Virginie Salmen. Pierre a 5 bonbons, on lui en donne 3 supplémentaires. Ça donne un total de 8 bonbons. Europe. Pommard, Meursault, Moulin-Vent, Pessac-Léognan, les amateurs auront compris, c'est le grand retour des foires au vin. Vous en trouverez un peu partout cette semaine dans les grandes surfaces. Il faut savoir qu'en quelques jours, certaines vont réaliser 20% de leur vente de vin sur toute l'année. Mais au fait, comment ça marche une foire au vin? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Pauline Jacob. Bonjour. Alors moi je pensais que c'était les viticulteurs qui proposaient leurs bouteilles tout simplement. Vous nous dites que c'est plutôt l'inverse. Ce sont en fait les grandes surfaces qui lancent les appels d'offres. Exactement. Et même plus d'1 an à l'avance, prenons la grande surface Lidl. Eh bien, elle a envoyé des centaines de mails, une sorte de liste de courses à ses producteurs. Je vous donne un exemple. Lidl a dit: nous voulons un Bordeaux médaillé entre 5 et 7 euros pour une quantité de 20 000 bouteilles. Les viticulteurs répondent très souvent via des intermédiaires. C'est ce qu'a fait ce vigneron du Val-de-Loire. C'est sa première foire au vin. Et pour comprendre le cahier des charges, il a eu besoin de son agent. Le premier critère, c'est qualitatif. Les vins sont dégustés par des comités avec souvent des sommeliers. Et ensuite, il faut avoir des étiquettes très lisibles, pas trop surchargées. Puis après, il peut y avoir aussi le type de bouteille qui peut rentrer dans le cahier des charges au départ. Il y a du temps à y passer. Et c'est plus facile de passer par ces intermédiaires qui connaissent bien la filière, les cahiers des charges et les appels d'offres à remplir. Vous le comprenez, les critères sont nombreux et ça peut être compliqué du coup pour des petits vignerons qui n'ont pas l'habitude. Bon, alors Pauline, une fois que les producteurs ont bien rempli tout leur cahier des charges, est-ce qu'ils savent précisément où leurs bouteilles vont se trouver dans les magasins? Eh bien, pas toujours, c'est bien ça le problème. Ce vigneron, par exemple, que vous venez d'entendre, il veut garder l'anonymat, il a passé un contrat avec un grand nom de la distribution. Eh bien, au final, son vin s'est retrouvé dans l'enseigne low cost du groupe. Ouais. Alors, il y a encore un autre risque, c'est qu'en baissant les prix, l'enseigne peut, sans le vouloir, casser l'image du viticulteur auprès des cavistes qui les distribuent toute l'année. Certains ont trouvé la parade, comme Stéphanie. Elle a choisi un système radical, 2 étiquettes différentes pour une même bouteille de vin. J'ai fait le choix de faire des étiquettes différentes. C'est pas le même circuit. Vous avez le même vin, le même produit, mais 2 étiquettes différentes.
Voilà, il y en a certains qui savent que de toute façon, ça sera les mêmes vins. Mais il y en a peu et surtout, ça permet d'avoir quelque chose qui est différent, quoi. Alors là, franchement, le coup de la double étiquette, moi je ne connaissais pas. C'est bien légal, Pauline ? C'est tout à fait légal et ce n'est pas la seule à utiliser ce système. Et puis certaines grandes surfaces se contentent de poser une option, par exemple sur 20 000 bouteilles, mais elles ne payent pas encore le vigneron. Si quelques mois plus tard, avant la foire, elle n'a en fait besoin que de 15 000 bouteilles, eh bien elle paiera 15 000 et le vigneron se retrouvera avec 5 000 bouteilles sur les bras. Bon, malgré tout, on est bien d'accord, ces foires au vin, elles restent très intéressantes pour les viticulteurs. Oui, alors c'est vrai que c'est un pari un peu risqué. Le tout, c'est de ne pas se faire bouffer, résume un ancien acheteur de chez Monoprix. Mais c'est aussi une manière, bien évidemment, d'écouler son stock, d'avoir de la visibilité au niveau national et puis de s'essayer au marché de la grande distribution. La foire au vin peut être un moyen d'être référencé à l'année dans les rayons et se faire une place à plus grande échelle. Enquête du 8h signée Pauline Jacot. Manifestement, c'est un grand millésime qui s'annonce pour 2016. Le tout, nous sommes d'accord, avec modération. Une petite cantate à présent pour les 20 ans de la disparition de Barbara. Et alors que sort aujourd'hui le film de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, c'est à une jolie rencontre que vous convie maintenant Thierry Geffretin avec Roland Romanelli, que j'ai appelé Sergio dans les titres, mille excuses. Il était l'accordéoniste de Barbara, celui aussi qui écrivait ses musiques. Barbara, ça évoque toute ma vie. C'est Barbara qui a fait de moi ce que je suis devenu. Elle m'a tout appris. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes. Comme Barbara n'écrivait pas la musique, dès le début, elle m'a parlé en images et en couleurs, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai pu avancer dans ces 20 ans d'amour que nous avons vécu. Moi, je savais ce que ça voulait dire. Il n'y a pas une femme qui ne se retrouve pas dans ces textes. Barbara, c'est quand même une des premières qui a écrit des textes de femmes. D'habitude, les textes sont écrits par des hommes. Et elle a raconté sa vie de femme, parce que en réalité, Barbara a raconté sa vie de femme. Roland Romanelli, vous avez répondu par des mots aux questions. Je voudrais maintenant que vous parliez de Barbara avec des notes de musique. C'est votre cœur qui parle. Ben oui, c'est mon cœur pour elle, oui. Si mi la ré sol do fa, cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mi la ré sol do fa, mais tu es parti fragile. Voilà une petite cantate du bout des doigts, Roland Romanelli au micro Europe 1 de Thierry Geffretin. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas sur Europe 1. Europe 1.